Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Welcome. Donc, bienvenue ici, vous êtes à la maison du coworking. La maison du coworking, c'est les bureaux dans lesquels je travaille. Nous avons un studio de vidéo, production, etc. en bas. Et puis à l'étage, tout en haut, comme JR et Wing, j'ai mes bureaux. Ça, c'est pour les vieux. Pour les jeunes, ils n'ont pas compris la vanne du tout. Alors là, c'est... Voilà. Je m'appelle Enzo Okem, je fais partie du cercle de la commission du cercle networking, voilà. Et il y a plusieurs membres de différentes commissions qui sont là. Je vais laisser Cécile Chibangu vous expliquer ce que c'est que le cercle, et ensuite nous allons parler de la personne pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, que nous allons voir. Salut Mrs. K. Enfin, double K, sorry. Et dans quelques instants. Allez-y, madame. Bon, on va faire ça très présenter pour les non-initiés. Vous présenter un petit peu ce qu'est le cercle. On va vous présenter ensemble d'ailleurs, hein, parce que nous avons le concepteur qui n'est pas très loin de moi. C'est pas au programme, ça. Je sais encore faire. Alors, qu'est-ce que le cercle ? Nous sommes une association loi de 1901. Nous avons décidé de nous rassembler, de nous unir pour servir, en tout cas, comme nous le pouvions, la belle cause qui est la RDC. Comment, en tant que membre de la diaspora, comment faire pour servir, en tout cas, se servir de notre... expérience, de nos différents parcours pour mettre à disposition tout cela, mettre tout ça à disposition de la RDC, autrement qu'en envoyant de l'argent, autrement qu'en envoyant des habits, etc. etc. Donc voilà, il y a plus d'un an, presque 2 ans de cela, nous nous sommes rassemblés, Jacob ici présent, Kamaounda qui n'est pas là, Jean-Luc, pour pouvoir créer cette association et faire en sorte que les cadres et les chefs d'entreprise se retrouvent, mettent ensemble leur cerveau et trouvent des idées, trouvent des moyens de nous ouvrir à notre mère nourricière première. Et voilà, l'idée c'est mettre vraiment toutes nos compétences ensemble à la disposition de la RDC, à la disposition de certains des décisionnaires, des politiques, des entrepreneurs, etc. Mais attention, c'est vrai que nos interlocuteurs peuvent être des politiques, mais cette association se veut absolument apolitique. Et nous faisons plus appel aux compétences, au cerveau, aux techniciens, aux gens qui ont des idées pour pouvoir tout faire pour nous en sortir, en tout cas pour faire que ce beau pays s'en sorte et continue à avancer, parce qu'on voit effectivement qu'il y a énormément de potentialités et beaucoup de choses qui sont en train de naître. Ça devient un petit peu l'Eldorado, donc c'est un peu dommage que ce ne soit pas nous, soit des natifs, soit originaires du Congo, qui ne puissions pas intervenir dans ce beau mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle ? Je te laisse intervenir. Qui sommes-nous ? De quoi est fait le cercle ? Non. Donc, qu'est-ce que c'est que le cercle ? Monsieur, le cercle, excuse-moi, si vous voulez bien, monsieur. Après. Je vais... Après. C'est prévu, vous verrez tout à l'heure. Jordan Zouzi, donc je suis membre du cercle depuis maintenant presque 1 an. Et donc je suis au sein du cercle dans la même commission que Cécile et Enzo, donc commission networking. Donc on est en charge de dynamiser un petit peu le cercle par la création d'événements et autres. Mais de toute façon, on va en parler un petit peu plus tard. Donc le cercle aujourd'hui, c'est 5 commissions. Dont la première que je vais présenter, même si je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de ça. Tu pourras en dire 2 mots aussi. Je peux dire quelques mots. Donc la première commission, en fait, c'est rayonnement du cercle. Rayonnement du cercle, on peut l'assimiler aussi comme étant
la commission dite de la com. Donc c'est celle qui va, voilà, vous pouvez le voir aussi ici, hein, maintenir et développer un climat de compréhension et de confiance autour du cercle. Donc en allant, je dirais, échanger avec pas mal de gens, en effectuant aussi la communication sur les différents réseaux. Donc favoriser une communication active à l'intérieur comme à l'extérieur du cercle. Et on a Jacob qui est le président de cette commission qui le fait très très bien. Sur l'outil qu'on utilise pour pouvoir communiquer en interne qui est Discord, il nous partage quand même pas mal d'éléments de communication à l'extérieur au travers de LinkedIn et d'Instagram aussi. Les membres de cette commission effectuent des choses qui sont plutôt pas mal. Il y a des partenariats privilégiés qui sont en train de se concevoir. J'ai entendu des choses comme quoi avec des compagnies aériennes et pas mal de trucs. Donc ce sont des choses qui permettent notamment au cercle et aux membres de ce cercle de pouvoir bénéficier je dirais, d'avantages. Et ça bénéficie aussi de manière beaucoup plus globale au cercle en général. Donc, commission networking, pour faire simple, donc, la commission networking a pour but en gros de permettre à chacun des membres de bien se connaître, de bien connaître le cercle et ses valeurs, et le tout dans la bonne humeur. Donc c'est important en fait de savoir qui est qui et qui fait quoi. Parce que je pense que beaucoup de membres qui ont rejoint le cercle avaient besoin en fait d'un réseau, avaient besoin de faire partie d'une famille, on peut appeler ça aussi comme ça, pour avancer, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Et donc identifier les différents membres dans leur secteur d'activité, savoir ce qu'ils font, c'est très très important. Et c'est notre mission à nous, qui faisons partie de cette commission, déjà aussi de permettre à des personnes comme Katia de nous partager leur expérience et aussi au travers de pas mal de choses qui vont arriver plus tard, de permettre à tout le monde d'identifier qui fait quoi. Notamment, pour ne pas le citer, l'annuaire qui va arriver très prochainement. La commission diaspora entrepreneuse, donc c'est une des commissions qui reste quand même la plus active de par son nombre et de par ses actions. Donc elle a pour but en gros de promouvoir l'entrepreneuriat en RDC. Bonsoir. Donc de faire rayonner le potentiel économique de la RDC, d'accompagner les entrepreneurs congolais, que ce soit là-bas et même ici, et co-investir dans les projets. Je reviens sur accompagner les entrepreneurs congolais. Il y en a pas mal. C'est une association qui rassemble les cadres et les entrepreneurs. On a tous des projets. Il y a pas mal de gens qui ont besoin aussi d'aide et d'accompagnement. Et cette commission le fait plutôt bien. Et c'est même intéressant puisqu'il y a énormément d'expérience. Donc les gens qui y sont peuvent en gros... Il y en a une qui est là. Comment ? Il y en a oui, deux qui sont présents. On a deux représentants de la commission qui sont présents d'ailleurs. Co-investir dans les projets, juste je reviens sur le point. Donc il y a un fonds d'investissement qui est en cours de création, donc ça c'est déjà un projet concret. Et c'est important, je pense, pour nous de le souligner parce qu'on a toujours cette image, je ne veux pas dénigrer, mais on a toujours cette image des Congolais qui ne font rien de concret. Et là, avec ce qui est fait, que ce soit dans les autres commissions aussi, avec ce qui est fait, on peut se dire que voilà, on avance et on avance dans le bon sens. Donc la commission réflexion et action, donc cette commission qu'on peut appeler commission aussi lobbying, think tank lobbying, c'est une commission qui réfléchit. Qui réfléchit à pas mal de choses, mais au-delà de réfléchir et de parler pour parler, c'est une commission qui va aussi concevoir et proposer des solutions. Et ça, c'est important de le souligner parce que ça reste très concret. Ils vont réfléchir sur des problématiques de comment transformer le Congo avec des solutions innovantes, comme j'ai pu le mettre ici, réfléchir à des modèles de gouvernance. On réfléchit notamment à la promotion du patriotisme et à l'identité africaine. Bon, la commission réflexion-action le fait. Au sein du networking, on le fait. Et notamment, je pense qu'on va vous solliciter aussi pour ça, pour ce point-là.
Action, lobbying, donc influence politique pour défendre les intérêts du Congo. Ça, c'est aussi un point qui est important. Voilà, il y a souvent des actualités sur lesquelles il faut qu'on ait une force pour pouvoir répondre. Donc avoir aussi accès à des personnes qui ont une certaine influence, qu'ils soient politiques ou pas, et participer à des groupes d'études, les cercles de réflexion et actions médiatiques. Donc voilà. Donc je pense que vous avez assez bien compris ce que fait cette commission. Donc on peut passer à la dernière commission. Donc c'est la commission de support qui chapeaute un petit peu le tout. Merci. Donc en gros, la commission support, donc c'est une commission donc, qui va veiller au bon fonctionnement du cercle, en accompagnant donc l'ensemble des commissions dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, la commission support gère donc, le site internet, elle gère l'outil Discord, elle l'accompagne notamment dans la mise en place de plénières, donc ce sont les gros événements qu'on met en place. Aujourd'hui, on en a eu combien? Oui. Ouais, peut-être tous les semestres. Donc voilà, elle accompagne aussi dans tout ce qui est logistique, dans les réflexions avec le bureau. Donc voilà, c'est une organisation qui est assez bien ficelée, où même si on travaille en commission, toutes les informations remontent et tout ce qui est important, tout ce qui doit être partagé est partagé à l'ensemble des membres. Et donc aujourd'hui, le cercle, grâce à cette organisation-là, est fort. Et je pense qu'il va continuer à grandir et à rester encore, à devenir encore plus fort. Et donc ce que nous, on peut vous proposer, c'est de continuer à participer à nos événements, continuer à suivre nos actualités. Et pour ceux qui sont intéressés, nous rejoindre dès maintenant. Ah là, t'as quitté. Donc voilà. Donc, en fait, merci beaucoup Jordan. Voilà, l'idée c'était juste de vous montrer que certes nous sommes une association, il y a évidemment des instances classiques que vous trouvez dans une association, à savoir un bureau, une assemblée générale, etc. On a décidé de se diviser en commissions pour être un peu plus efficace, pour pouvoir justement attirer et pouvoir mettre les compétences, faire que ces compétences que nous avons pu rassembler soient concrètes, puissent travailler dans des systèmes beaucoup plus agiles. Donc nous sommes 4 à avoir fondé cette association. Je m'appelle moi-même Cécile Chibangu. Je ne vais pas donner mon âge. Je suis directrice juridique chez Hachette Livre depuis maintenant près de 20 ans. Je m'occupe de tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est numérique, développement des ouvrages, etc. dans toutes ces acceptions. Et je me suis, grâce à l'appel de Jacob Kabala qui est ici, et Jean-Luc Kabongo, et Kamaounda Moulamba, et par la suite notre méga Yoa et Agnès, nous avons décidé de nous organiser pour notamment donner la possibilité à des personnes comme la société Fresh Africa de venir nous faire part de leur expérience. Tout ça, évidemment, dans la même optique de pouvoir comprendre ce que nous sommes, qui nous sommes, comment faire en sorte comment viser l'excellence, tout simplement, et comment faire en sorte que ces expériences puissent vous aider, nous aider à ce que la RDC continue à avancer. Voilà. Je vais laisser la parole à nos 2 merveilleuses créatrices de Fresh Africa. Et sous vos applaudissements, évidemment. Bien entendu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes les cofondatrices de Fresh Africa. Donc moi c'est Noëlla et Kassia. Aujourd'hui c'est Kassia qui va prendre la parole parce que je suis l'intruse. Moi je suis camerounaise. Donc on va laisser la congolaise s'exprimer. Et voilà, donc let's go. Déjà, je suis très contente d'être là parmi vous. Noëlla sera témoin. Ça fait des années que je cherche à retrouver mes compatriotes
rassemblés dans une salle pour, comme on disait tout à l'heure, pour un autre but que de faire la fête ou autre et de faire des choses concrètes. Donc je suis super contente d'être là. Et je suis contente aussi que vous ayez choisi Katia au lieu de Beyoncé ou Aya Nakamura. Donc on est les deux cofondatrices de Fresh Africa, Noëlla et moi. Fresh Africa, c'est une start-up. Et nous, notre but, en fait, ce qu'on veut faire, c'est une liaison entre l'Afrique et le reste du monde. Il y a un poète ivoirien qui a dit « Tout ce que tu m'as donné, Afrique me fait marcher d'un pas à nul autre pareil ». Donc, je pense clairement, comme on parlait tout à l'heure de notre continent, de ce que l'Afrique nous a donné, je pense personnellement qu'on a un pouvoir supérieur. Donc, on nous a injecté quelque chose en nous qui fait que déjà aujourd'hui, on a eu besoin de nous réprimer le plus possible pour pas que ça explose. Et là, moi, je suis convaincue que c'est le moment de se libérer, de montrer vraiment de quoi est-ce qu'on est capable. Donc on va voir, ça va être c'est assez rapide ce qu'on va faire comme intervention. C'est une quinzaine de minutes où je vais d'abord vous présenter ce qu'on fait. Je vais vous présenter les challenges qu'on peut rencontrer sur le terrain et les opportunités que peuvent représenter aujourd'hui le Congo ou l'Afrique en général. Ensuite, on aura un moment de questions. Donc Fresh Africa, comme je vous disais, donc c'est une start-up qui a été créée par deux personnes qui sont juste rassemblées autour d'un projet. On n'est pas toutes les deux congolaises, on n'est pas toutes les deux sœurs. On s'est rencontrés, on nous a présenté, c'est des amis qui nous ont présentés. Et on a eu pendant à peu près un peu plus de 10 ans tous les rôles. J'ai commencé, Noëlla, c'était ma responsable chez Free. Ensuite, on a fait une première boîte en marketing digital où c'était Noëlla c'était l'idée de Noëlla et c'était la passion de Noëlla, la musique. Donc, elle a un MBA en marketing et en e-commerce et elle fréquente énormément d'artistes. Donc, ce qu'elle a commencé à faire, c'était d'aller vers ces artistes et de proposer ses services pour leur stratégie, simplement. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai rejoint. Et on a fini par faire une boîte avec laquelle on a travaillé avec toutes les maisons de disques, on a travaillé avec les Universal, Sony, etc., avec des artistes. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on les accompagnait dans leur stratégie digitale, dans leur création de contenu, où il y en a par exemple qu'on a managé. Moi, je faisais de la gestion de projet. Et de là, ça a duré quand même quelques années. On a fait ce qu'on pouvait dedans, mais on ne trouvait plus forcément de plaisir à faire ça. Par exemple, le concert, je ne supporte plus les concerts. J'en ai fait tellement et que je ne peux plus en voir. Donc tous ces éléments qui faisaient partie de notre vie nous ont un peu fatigués. Et moi, à côté, donc, je suis juriste, j'ai un MBA un master en droit des affaires. Et par contre, je suis une très grosse passionnée de cuisine. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que quand je voulais cuisiner des produits assez bons, avec on va dire, et de savoir d'où est-ce qu'ils venaient et qu'ils aient un bon goût, je pouvais le faire quand j'utilisais des produits qu'on peut trouver ici. Je peux très bien contacter un producteur qui va être dans le 95, même s'il est isolé, je peux y accéder facilement. Je peux savoir ce que je mets dans mon assiette, mais quand je veux faire entrer des produits tropicaux, là, il y a un gros flou et c'est impossible d'avoir soit l'information ou soit de la bonne qualité. Partant de là, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était un truc tout bête que je voulais faire au début. C'était juste de faire comme une espèce de Château Rouge 2.0. Donc, c'était de se dire qu'on contacte les producteurs directement, on achète leurs produits, on les revend, mais ils sont de meilleure qualité parce qu'on contrôle déjà, c'est nous qui les vendons. C'est pas quelqu'un qui viendrait d'un autre pays qui ne sait pas forcément comment est-ce qu'on mange ces produits, qui ne connaît même pas souvent les noms. Et partant de là, j'ai commencé à essayer de contacter des producteurs directement. Des trucs bêtes, hein, quelqu'un qui fait de la banane plantain, de la chikwang, etc. Impossible de les trouver. Par contre, j'avais des courtiers qui peuvent être chinois, libanais, qui me vendaient des tonnes de produits à des prix incroyables. Et je me disais, en fait, sachant le prix auquel on peut acheter un de ces produits ici, et qui me vendent à un prix aussi bas, c'est qu'au bout, déjà, eux, ils font une bonne marge, mais ça veut dire qu'au bout, le producteur, il est totalement écrasé et on le tue. Et voilà, c'est parti de ça, bêtement.
Au-delà de ça, ce qui nous rassemble, Noëlla et moi, ce sont nos valeurs. Donc on croit en quelque chose d'équitable, de durable, et surtout on veut des rapports justes. Et c'est ça, que ce soit dans la vie en général ou avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est une des choses qui nous a beaucoup rassemblés et qui a pu créer en fait autour de nous une vision, quelque chose qu'on avait, que l'on partage en fait, toutes ces valeurs. Et en partant de ça, on s'est dit, en fait, on va créer notre entreprise tout autour de ces valeurs. Et ces valeurs-là, on va les appliquer aux petits producteurs. Donc, c'est tout simplement être juste dans nos rapports avec eux, aller chercher les richesses de l'Afrique, les montrer comme ils doivent être, et surtout rééquilibrer un peu cette balance où on se dit que nos produits, aujourd'hui, se trouvent, quand vous allez les acheter, c'est incroyable dans quelles conditions est-ce qu'on achète nos produits. Et ça c'est super insultant, parce que ça veut dire qu'en fait, même nous qui allons acheter ces produits, on ne donne pas de la valeur à nos producteurs, à nos produits. L'état dans lequel on achète nos produits, il n'y a aucune autre communauté qui ferait ça. Donc c'est en partant de ça qu'on s'est dit en fait qu'on allait changer les choses. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de changer en fait, le système d'approvisionnement en produits tropicaux qui est aujourd'hui déséquilibré, opaque et vieillissant. Et donc pour ça, on crée des outils technologiques qui vont permettre donc, aux petits producteurs qui sont en Afrique subsaharienne de pouvoir atteindre un marché international. Donc au fur et à mesure du temps où on allait chercher ces produits et qu'on revenait avec, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait pas mal de difficultés qui pouvaient faire que les produits, puisqu'on les récupère mûrs. Parce que si je vous raconte aujourd'hui l'avocat que vous mangez, que vous pouvez manger, je vais juste vous faire ce paragraphe-là parce que j'aime bien le raconter pour que les gens s'aperçoivent vraiment de ce qu'ils mangent. C'est qu'il va être cueilli avant sa maturité dans un pays d'Amérique du Sud, qui est beaucoup plus loin que l'Afrique, où on n'a aucun rapport avec ce pays-là. Les gens parlent espagnol. En Afrique, vous avez des pays où on parle français, qui ont ces produits. On est à 5 heures d'avion, mais on préfère aller les chercher ailleurs. On ne les récupère pas mûrs. On les ramène dans des bateaux, ça peut mettre à peu près une vingtaine de jours. Ça arrive à Rungis, on les met dans ce qu'on appelle des salles de maturage ou de maturation. Et dans ces salles-là, on va reproduire la chaleur des pays tropicaux et on va pomper un gaz qu'on appelle de l'éthylène. Et donc l'éthylène, c'est le gaz qui permet au produit de mûrir. Sauf que le produit n'étant plus sur l'arbre, il ne mûrit pas, il change juste d'aspect. C'est pour ça que quand vous avez un avocat, que vous allez le prendre, il est super dur la veille, le lendemain, quand vous allez attendre, vous allez ouvrir, il est tout noir dedans, il est déjà abîmé, parce qu'il n'a pas eu sa maturation. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va ramener les produits mûrs, comme vous pouvez les manger là-bas dans la rue. Mais justement, la difficulté, elle était là, c'est que le transport, le fait de l'acheter à des petits producteurs, les normes qu'il y a ici exigent qu'il y ait de la transparence, de la traçabilité, ce que nos petits producteurs ne peuvent pas fournir. Et la qualité, pour la maintenir, il faut pouvoir faire des checks à chaque moment. Donc c'est là où la technologie intervient, c'est qu'on a rajouté en fait des outils qui partent, je vais dire, du producteur, voire même plus haut, jusqu'au client final, qui va pouvoir, lui, avoir de la transparence, savoir comment est-ce qu'ont été faits ces produits, à quel moment ils ont été plantés, la saison des pluies, cueillis, qu'il n'y a rien dedans, que c'est fait sans OGM, sans pesticides, et respecter toutes les normes qu'on peut nous imposer ici. Et le transport, ça nous permet de veiller sur tout le long, être sûr que y ait pas que rien ne s'abîme. Donc on récolte de la data sur tout le long et on peut savoir s'il y a quelque chose qui est vicié et pouvoir intervenir à ce moment-là, soit sortir le lot ou regarder ce qui se passe, s'il y a une température qui baisse, tout ça, etc. Donc, selon le point de vue où on est placé, en techno, dans la tech, il y a des termes pour ça. Donc, on est une agritech en Afrique parce qu'on aide les producteurs, on aide l'agriculture. Et en France, on est une food tech parce qu'on est, on est une industrie agroalimentaire avec de la tech accolée, en fait. Donc, aujourd'hui, Fresh Africa, on a pas mal avancé. On a des équipes ici et là-bas. Donc, sur place, on a pour l'instant des équipes qui vont être plus dans on va dire dans l'opérationnel, donc qui vont faire les contrôles, qui vont packager, qui vont ramener à la douane, qui vont contrôler tous ces effets-là. Et ici, on a nos équipes, on a une équipe qu'on a divisée en 3 parts, on est 10 maintenant. Une partie tech qui s'occupe de créer tous les outils technologiques, de contrôler et savoir que tout va bien de ce côté-là. Une partie marketing, c'est celle que Noëlla dirige. Et là, elle s'occupe de toute l'image parce que notre but à nous avec Fresh Africa, c'est de
redonner avant tout une belle image à nos produits. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur nos contenus. Si vous allez voir des contenus qu'on fait, on essaye toujours de faire des choses ultra propres. Et on a l'équipe commerciale que je dirige moi. Et là, c'est eux qui vont aller chercher les marchés, qui vont aller chercher les grossistes à Rungis, les restaurateurs, les épiceries fines, pour qu'on puisse ramener les produits et les vendre. Donc en 2 ans, on a ouvert, on n'est plus à 3 pays, on est beaucoup plus. On est à 5, je crois, c'est ça. On vise d'ouvrir en fait tous les pays que vous voyez en vert. Le but, c'est comme vous voyez là, c'est de faire une chaîne qui va en fait de l'ouest à l'est parce qu'on suit la saisonnalité. Donc comme ça, on peut se balader avec la saison des pluies et être sûr de pouvoir fournir toujours aux grossistes, par exemple, des produits qu'ils veulent, parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que ils ne veulent pas travailler avec des Africains parce qu'il n'y a pas de régularité, il manque cette traçabilité où ils ne savent pas comment les produits sont faits, mais ils disent qu'ils vont avoir des producteurs, des gens qui vont leur amener des produits des fois, 1 fois, 2 fois, et après qui disparaissent. Et donc le but, c'est de pouvoir leur garantir de l'avocat, même si ce n'est pas la même espèce, même si elle vient du Cameroun, elle vient du Congo, etc., mais de leur garantir des produits au moins basiques tout le temps, et après pour tout ce qui est... on va dire, un peu spé, qu'ils apprennent à connaître, comme le mangoustan, le poilu, les choses comme ça, peu importe la saisonnalité ou pas, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre, de se dire que c'est un produit rare et on peut l'avoir qu'à cette période-là, comme le poivre de Penja, on sait qu'il pousse qu'à un seul moment, on ne va pas le demander toute l'année en fait. Voilà. En termes de réussite et de partenariat, on travaille avec pas mal de monde. On a commencé il y a déjà 2 ans et même quand je revois, là, je trouve que c'est énorme ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps. Donc on a incubé dans l'incubateur, ils disent que c'est le plus grand du monde, c'est Station F, c'est un incubateur tech. Il y a plus de 1000 startups dedans. Dedans, vous avez des programmes qui sont créés par tous les grands groupes. Vous avez LVMH, vous avez BNP, vous allez avoir Total, vous allez avoir TF1. Tous les grands groupes ont aidé à créer ce pôle-là. C'est un pôle qui a été créé par Xavier Niel, qui est le fondateur de Free. Et il a créé carrément avec Emmanuel Macron en deuxième partie et Hollande en premier. Et ensuite, aujourd'hui, au début, quand on voyageait, on allait toute seule, comme 2 folles. Donc la personne que vous voyez là, je pense qu'elle a sillonné le Congo. Elle connaît très bien le Congo. Elle est dans des zones, elle allait dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Elle allait dans des zones où elle-même, elle était surprise d'arriver de voir des gens, des casques bleus. C'est la première fois qu'elle en voyait. C'est comme moi, je me suis baladée chez elle, comme je pense qu'aucun Camerounais n'a été dans les villages où j'ai été. Et au début, on y allait toute seule. Sauf que maintenant, on a beaucoup de support. Quand on va aller, on rentre par exemple du Sénégal, on est parti. La mission, elle est organisée par le MEDEF international, la BPI, qui est une banque publique en fait, qui permet de financer les entreprises en France. Et en fait, c'est très simple. Quand c'est eux qui organisent, le premier jour, on est à l'ambassade de France. Deuxième jour, tu es avec le ministre de l'Agriculture. Et c'est très timé. Et après, tu reprends ton rendez-vous avec le ministre, tu te poses. Et les rendez-vous viennent assez rapidement. Et c'est devenu maintenant un plaisir de se dire, en fait, on a trouvé le moyen de hacker tout ce qui est difficultés qu'on peut avoir sur place et de passer outre grâce à tous les contacts et les partenariats qu'on a pu se faire ici sur place. On a dans nos investisseurs Google, par exemple, qui est venu, qui a mis de l'argent, qui croit en nous et qui nous pousse comme personne. Ou encore un de nos cabinets avec lequel on travaille, je crois qu'ils ont été placés 2e meilleur cabinet de France ou Europe. France. Je sais pas, je crois que c'est France. France, en ce qui concerne tout ce qu'ils accompagnent les plus grands groupes. Donc c'est eux qui s'occupent de nous, c'est eux qui s'occupent de nos contrats, c'est eux qui s'occupent de tout ce qu'on peut faire. Et tout ça vient du fait on a voulu commencer très rapidement. On parlait d'excellence tout de suite, on ne voulait pas commencer petit. Très rapidement, on a voulu commencer à les taper très fort et on s'est entouré et petit à petit, ça a créé un réseau qui est énorme maintenant. Alors, les challenges qu'on a pu rencontrer sur place. Donc c'est assez simple, je pense que vous devez les connaître, mais c'est bien de pouvoir les signifier, les redire encore. L'administratif. La chance qu'on a, c'est qu'on vient de la France. La France, c'est un des pays les plus lents d'Europe en ce qui concerne les accords. Quand tu travailles avec des grands groupes en France, ça doit faire c'est du x6 comparé aux Anglais ou quoi que ce soit. Donc en fait, on voit bien qui nous a colonisés. On a gardé ces mêmes habitudes. Dans les pays francophones, en tout cas, c'est
c'est super lent. Après, vous avez tout ce qui est corruption, vous pouvez imaginer, vous avez toutes les difficultés du fait qu'il faut, pour atteindre le bon intermédiaire, c'est pas comme ici où on peut arriver, si tu travailles assez bien, tu peux arriver en face de la bonne personne. Là-bas, il faut que tu connaisses, même quand tu connais, même si on te met en rapport avec la bonne personne, il faut qu'elle veuille t'écouter, qu'elle soit là pour faire les choses et travailler avec toi. Les règles douanières c'est affreux, dans le sens où ici c'est très simple, quand c'est écrit, on applique. Pareil comme ça peut être dans un pays comme le Sénégal par exemple. Là, quand c'est écrit, on applique. Congo, Cameroun, On n'applique pas. on est les meilleurs et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé par nos deux pays parce qu'on s'est dit, si on arrive à hacker ces deux pays-là, on peut faire toute l'Afrique mais easy. Et ça s'est avéré vrai parce que on a souffert pendant 1 an et demi avec ces deux pays. On arrive au Sénégal et on est parti d'abord toute seule, comme on part habituellement. Et au final, on n'a même pas fini toute seule parce qu'on a fini avec des coopératives, des gens qui nous ont encadrés pour pouvoir, des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a appelés. Et comme ça, on s'est retrouvés, avant de partir dans notre voyage, on l'a préparé, on s'est retrouvés à voyager dans tout le Sénégal, accompagnés, ce qui est impossible au Congo. Donc si tu connais pas, même si tu connais quelqu'un, ça sera toujours dans un coin, tout est assez éclaté. Et donc, maintenant, on commence à hacker le système et à comprendre comment les pays fonctionnent. Chaque pays a sa particularité. Et comme on vous disait, en termes de ressources humaines, on a des équipes sur place. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe encadrante ou managériale comme nous on le fait, on manage des deux côtés, mais on a toujours quelqu'un qui va chapeauter. Et pour ça, c'est très difficile de trouver la bonne personne, celle à qui tu peux faire confiance et que tu peux te dire, là, je peux me fier à cette personne. Chez nous, on l'appelle, j'allais dire l'homme ressource, mais c'est la femme, parce que c'est souvent des femmes. Je ne sais pas pourquoi, dans tous les pays, on a essayé les hommes, ça ne marche pas, mais les femmes, elles sont super carrées là-dessus. Et c'est elles, souvent, qui vont gérer et qui vont essayer d'appliquer cette... on a une logique un peu qui va être... C'est celle dont je vais parler derrière, c'est celle qu'on a appelée les codes. Parce qu'on l'oublie souvent. Si aujourd'hui on va en Angleterre, ou on va au Japon, ou on va en Chine, on va agir et on va comprendre comment les Chinois agissent, on va essayer de comprendre. Mais les nôtres, quand c'est les nôtres, on dit que c'est des blédards. On dit que soit ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez formés, etc. Mais on oublie que c'est des codes. En fait, on a une manière différente de voir les choses. Et tant qu'on n'aura pas enlevé cette petite bille dans notre tête en nous disant... en fait, on nous a semé, que c'est des gens qui ne savent pas travailler, c'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont trop fainéants ou qui ne comprennent pas les choses, on ne comprendra pas que ce sont simplement des codes. Parce que, par exemple, dans le pays de Noëlla, ils sont très bien formés, les gens, mais il n'en reste qu'ils ont leur propre code et que si tu veux communiquer avec eux, tu dois communiquer comme tu le ferais avec des Chinois, tu ferais différemment, etc. Et un bon truc que peut-être les autres personnes ont compris quand ils viennent chez nous, et le fait que nous, en tant que membre de la diaspora, quand on n'arrive pas à capter que c'est juste différent en fait. Il faut juste agir différemment avec eux et s'adapter. C'est ça qui peut souvent poser problème. Donc nous, en ce qui concerne le management, on a pris quelqu'un qui comprend et les codes d'ici et qui comprend les codes de là-bas. Donc ça veut dire qu'elle sent tout de suite quand la personne en face, c'est quelqu'un qu'on peut garder, dont on doit se séparer et toutes ces choses-là. Et en dernier lieu, la difficulté, et c'est pourtant ce qui nous drive nous, c'est la logistique. C'est qu'on est dans un pays où il n'y a pas de logistique. Ça veut dire que même si Bolloré est installé, il s'est installé dans son coin à lui, il a fait son chemin pour pouvoir transporter son bois, ses choses, et les gens effectivement profitent de ça. Mais ce ne sont pas des choses qui sont faites exprès pour qu'on puisse tous profiter de ce qui a été créé sur place. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu viens, tu dois recréer le chemin entièrement. Tu veux livrer un supermarché, même au Congo, il va falloir que tu refasses ta propre logistique, que tu aies tes propres camions, que tu aies tes propres outillages, etc. Et donc à chaque fois, il faut reconstruire. Dans chaque pays, on reconstruit une logistique différente. Par exemple, encore une fois au Sénégal, tu as des gens sur qui tu peux t'appuyer, qui existent déjà, qui vont venir dès le moment où il faut récupérer le colis, le ramener, et même te le ramener jusqu'à l'aéroport ici ou au port. Mais t'as pas ça au Congo. Tu es obligé de créer toutes les briques toi-même. Pareil pour le Cameroun aussi. Donc les opportunités, je pense que ça, si on est là, c'est qu'on sait tous qu'au Congo et en Afrique en général, on a les opportunités. Nous, on les sépare en deux choses. Donc c'est l'Afrique en général, parce que c'est un peu, pour moi aujourd'hui, c'est le Far West. C'est où tu peux l'appliquer comme
fin des années du 19e siècle ou début du 20e. C'est pas pour parler mal, mais si vous regardez les grandes familles aujourd'hui, que tu prennes Ford, que tu prennes les Rothschild, que tu les prennes tous, les Rockefeller, ils sont tous construits à peu près à la même période avec peut-être des petits décalages, mais c'est parce qu'à ce moment-là, quand ils arrivent par exemple que ce soit aux États-Unis ou autres, il n'y a rien. Et donc c'est eux, c'est les premiers qui construisent. Donc c'est souvent les premiers qui vont construire, c'est eux qui vont résister. Il y en a toujours un peu qui vont tomber, mais c'est eux qui vont rester. Donc aujourd'hui, la diaspora, on a cette chance de pouvoir comprendre les codes si on s'en donne les moyens, mais aussi d'avoir un meilleur accompagnement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus accompagné sur le terrain parce qu'on est française, parce que c'est la BPI qui nous accompagne, c'est le MEDEF, c'est le MEDEF qui nous met en relation avec le ministère de l'Agriculture. On n'est pas parti toute seule, comme pour un Sénégalais sur place, il ne va pas avoir cette chance-là d'arriver, d'aller croiser le ministre de l'Agriculture. Personne ne lui donnera cette chance-là. Au Congo, n'en parlons même pas. Mais en tout cas, le fait qu'on ait ici des infrastructures sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir aller chercher et taper beaucoup plus fort sur place fait qu'on a une chance qui est incroyable. Les formations qu'on a, si vous êtes dans les boîtes dans lesquelles vous êtes, je suppose que vous devez être les meilleurs. Parce que pour qu'on nous accepte dans un cercle, ça veut dire qu'on a dépassé les expériences. Et c'est beaucoup plus dur pour nous de rentrer dans un grand groupe ou de pouvoir travailler n'importe où si on n'est pas les meilleurs. À chaque fois qu'on met les CV, que tu peux être la meilleure sur le CV. S'il y en a d'autres qui sont peut-être même un petit peu en dessous, mais qui sont blancs, ou etc., ils vont passer plus facilement que toi. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes en fait pour moi les meilleurs. Et pour moi, c'est un gâchis que vous alliez donner cette force à une autre boîte plutôt que la vôtre, celle de vos frères ou quoi que ce soit. À chaque fois, ça me fait mal parce que dès que moi je vois à Station F, quand on voit un noir qui passe dans un groupe, une boîte de blancs, on se dit c'est sûr que c'est la meilleure. Parce que pour qu'elle soit là, toute seule, elle a passé des entretiens, il y a eu 20 personnes qui sont présentées, on l'a choisie elle. Il n'y a que des blancs autour, des ingénieurs, tout ça, etc. Elle, ingénieure, mais elle est noire, c'est que c'est forcément la meilleure. Parce qu'on connaît leur mentalité et on sait comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et ça, c'est un truc qu'il faut se garder en tête. Et il faut aller penser, toujours aller... pour moi, on est venu, on nous a formés, tant mieux. Maintenant, il faut qu'on l'utilise pour quelque chose et on a beaucoup plus à construire sur place. Et même aujourd'hui... les officiels ici se rendent compte qu'ils n'ont plus de pêche, la vérité. Donc quand ils arrivent en Afrique, on les rejette. Et qui est-ce qu'ils veulent envoyer? Les Français qui ressemblent aux gens sur place. Et ça, c'est une force énorme. Et c'est ce qui va faire que votre entreprise va avoir beaucoup plus de valeur quand vous allez arriver sur un terrain que si, par exemple, vous la créez ici, tout simplement. Et une des choses, donc, pour conclure, moi, ce que je vous dirais, c'est dream big. Donc, dans le sens où, comme je vous disais, il y a trop à faire pour arriver et se dire je ne vais faire que ça. Même si tu as un CAP, tu es boulanger, rentre en Afrique, tu deviens Paul. C'est simple. Tu vas commencer par une boulangerie, mais tu vas faire une deuxième chaîne, une troisième. Et on est dans ce temps-là où et on a cette chance où l'Africain, il est facilement... le marketing le travaille assez facilement. On peut lui ramener un produit nouveau et lui imposer assez rapidement. Et encore plus si tu dis que tu dis que c'est un produit congolais, ça va marcher mieux. Et tous ces trucs-là, donc à chaque fois que vous rentrez, que vous avez l'idée de rentrer, mais dites-vous que ça va être difficile, oui, mais que vous pouvez faire 10 fois plus grand là-bas que ce que vous pourriez faire ici en ne dormant pas, en travaillant 70 heures par semaine. Vous ne pourrez jamais atteindre ce que vous allez atteindre là-bas si vous y allez. Donc partez toujours avec, ok, on va commencer par une petite pierre à l'édifice, mais avec l'idée de toujours faire beaucoup plus grand derrière et de construire quelque chose d'énorme. Voilà, je pense qu'on a fini. Bravo. Merci. Donc là, j'ai du temps, on a du temps pour vos questions. Tu veux au moins répondre aux questions? Tu veux répondre aux questions des Congolais? Est-ce qu'ils m'autorisent? Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, pardon, je oui. par de rage. La rage. Ouais, une espèce de rage sans qui dépeint exposé. Est-ce que cette rage, elle était là dès le départ? Elle est finalement le théâtre. Qu'est-ce qui fait que, justement, voilà. Je comprends ta question. Voilà.
En fait, en rentrant dans l'entrepreneuriat avec... Est-ce que je peux juste me permettre Vas-y. une chose? Je ne sais pas si c'est de la rage, en fait. Laisse, toi, tu sens, Non, elle le qualifie comme elle veut, mais je comprends ce qu'elle veut Je pense que dire. c'est plus C'est de la hargne ou quelque chose peut-être une détermination très froide, en fait. Ok. Mais pas de la Je sais rage. pas, laisse ça qualifier de rage. On verra ce que ça va donner à la réponse. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de... Je me suis rendu compte de mes forces, mais je me suis rendu compte de mes faiblesses aussi. Et j'ai une faiblesse qui m'attaque énormément, c'est que je pensais que c'était juste modéré, mais je ne supporte pas l'injustice. Je peux rentrer dans des colères très noires quand je vois une injustice devant moi et je ne suis plus du tout la même personne. Et en fait, là, ce que tu peux appeler cette rage, je pense que c'est provoqué par le fait de voir une injustice qui a été perpétuée pendant des années et des années et des années. Et je pense qu'il m'énerve encore plus, c'est peut-être de se voir qu'on a les capacités, nous, ici, de régler pas mal de choses et que chacun préfère rester dans sa petite vie, son petit confort. Donc, je vais aller travailler, je vais avoir ma petite voiture, je vais avoir je vais payer la rente de ma maison, etc. Et puis, c'est suffisant et on traverse la vie comme ça. Et moi, ce côté-là, je me dis, en fait, on n'est pas venu au monde pour juste... on a tous une cause, c'est forcé. Elle peut être n'importe laquelle. Elle peut être de réveiller les autres, elle peut être de bâtir, elle peut être on a tous quelque chose qu'on a en soi. Et je vois en fait dans tout ce qui m'entoure, surtout la diaspora congolaise, je ne les vois pas, je ne les croise pas. C'est la première fois que je vois des gens qui sont bien placés, qui sont, etc. À Station F, à chaque fois que je croise un noir, je dis à Noëlla, c'est un Camerounais. On va dire 9 fois sur 10, donc la plupart du temps. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, dans ce peuple, on n'a pas ce truc-là. Et en général aussi, ce côté, en fait, l'injustice qu'on subit partout, de voir qu'on peut faire des meilleurs produits, on a exactement les mêmes capacités que peuvent avoir la communauté chinoise, que peuvent avoir toutes ces communautés. Pourtant, eux arrivent à exporter sans aucun problème. Mais parce que c'est de notre faute, en fait. Il n'y en a aucun qui s'est levé, qui se sont dit, mais eux, ils ont hacké les règles. Comment ils ont compris les règles douanières? Ils n'ont rien fait de spécial. Donc, en fait, on peut faire exactement la même chose avec l'intelligence qu'on a. Et c'est peut-être ce truc-là que tu ressens, où je me dis, mais en fait, déjà, il y a de l'injustice. Et en plus, il y a nous, de notre côté, où on ne prend pas d'initiative, on ne se laisse pas faire, on se laisse faire et on dit merci à ce qu'on peut nous donner. Et c'est peut-être ça que tu peux ressentir. Ouais, après, si je peux compléter, comme je te disais, c'est pas tant une rage, c'est de se dire, à un moment donné, en fait, c'est une chance énorme qu'on a eue, parce que toutes les deux, donc on est nés dans nos pays respectifs. Cassia, elle est venue un peu plus jeune ici, moi un peu plus tard. Et en gros, on est à cheval entre les deux. Et en fait, donc on a la chance d'avoir fait des études ici, et de côtoyer, je sais pas, d'évoluer avec l'archétype du start-upper. C'est un homme blanc qui a fait une école de commerce. C'est ça, en fait, l'archétype. Et en fait, ces gens-là, on les a côtoyés. Donc, on parle le même langage, on comprend ce qu'ils disent. Et en fait, c'est juste de se décomplexer, en fait, de dire que, mais en fait, déjà, nous, on parle la même langue que vous, mais on a encore plus... on est mieux outillés que vous parce qu'on est entre deux cultures et c'est pas simple. En fait, eux, ils n'ont connu qu'un environnement, on a grandi, on est à cheval entre les deux, on navigue entre les deux, donc on a encore plus de force qu'eux et donc on peut faire mieux qu'eux. Et de se dire, comme elle disait Katia, nous au début, quand on avait ce projet, il n'était même pas encore couché sur papier, c'était juste dans la tête, on en parlait, les gens me disaient, mais j'ai une amie qui m'a dit, mais votre projet il est trop grand en fait. Et Katia, elle a arrêté de lui parler. Je continue à lui parler. En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'elle... Non, mais elle m'a dit, elle a dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez changer le monde? Ouais, comme si c'était impossible. Voilà. Tu vois. Et donc, c'est possible. D'autres l'ont fait. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et on a les moyens et on ne va pas attendre que... L'Afrique, on dit que l'Afrique, c'est le futur. C'est le passé, le présent, le futur. Et ils ont tous les yeux rivés sur ce continent-là. Donc, on a tout intérêt à être là, bien en place, avant que d'autres qui ont déjà commencé à grignoter la part du gâteau reviennent encore. Et voilà, quoi. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, c'est pas une rage du tout. C'est juste une détermination et zéro complexe. Donc, de dire que j'ai autant si ce n'est plus de valeur qu'un Jean-Édouard qui sort de HEC, quoi. Il peut rien m'apprendre. Moi, par contre, je peux lui apprendre des choses. Donc voilà. C'est une question.
Du dadou pur, ça. Donc là, pour moi, on est goût, parce que tout ne peut se créer besoin ou de demande assez. Parallèlement, on mettrait pas tout heureux ici. Vas-y, si tu veux répondre. En fait, nous, on dit tout le temps que les étoiles sont alignées. En France, ils commencent à faire de la patate douce dans le sud. Ils tentent de faire pousser de l'ananas. Du gingembre, ils font pousser aussi. Je pense que si ils font ça sur une terre qui n'est pas faite pour, ils sont conscients des bénéfices. Ils appellent nos aliments, ils disent que c'est des super aliments. Ils disent qu'il y a dans le baobab, ils disent que s'il y a des valeurs nutritionnelles qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et moi, je suis convaincue qu'imposer quelque chose dans une assiette, déjà, quand c'est bon pour la santé, puisque ça, ces choses-là, on l'élimine. Après, c'est qu'une question de marketing. Tu peux faire manger n'importe quoi à n'importe qui. Les Chinois, mine de rien, ils ont fait un marketing. En se mettant dans tous les coins de rue, partout où tu pouvais les voir, en te mettant des services traiteurs, en te mettant des éléments différents, ils sont mis dans tous les coins. Aujourd'hui, la France, elle importe plus de 60% des produits qu'on mange, des fruits et légumes, parce que ce n'est pas un pays où les produits peuvent pousser. S'ils vont jusqu'en Amérique du Sud chercher des avocats, chercher des ananas, etc., c'est parce qu'ils en ont besoin dans leur assiette. Et maintenant qu'ils ne le font pas, s'ils ne le font pas, ils essaient de le faire pousser en Espagne, en Italie, etc. Il y a une appétence pour nos produits, ça c'est clair et net. On n'a jamais eu de soucis. D'ailleurs, 80% de nos clients sont blancs. On nourrit plus de blancs que de noirs. En fait. C'est eux qui sont plus intéressés parce que les valeurs qui sont portées derrière, c'est ce qui leur parle. C'est le petit producteur, c'est pas de pesticides, pas d'OGM. Toutes ces réflexions, eux, ils sont déjà en plein dedans. Et en fait, ils vont peut-être préférer manger... prendre un gingembre, soit parce que ça leur donne de l'énergie, si tu leur expliques à quoi ça sert, soit tu vois du bissap partout, tu en vois à Monoprix, ça a commencé comme ça, et c'est petit à petit, et produit par produit que ça va rentrer. On a des chefs gastro maintenant qui cuisinent nos produits. Et cette question, je ne la suis jamais posée. Ouais, on va dire c'est le bon timing. Les Chinois ont eu leur moment, les Italiens ont eu leur moment. C'est notre moment en fait. Quand tu as un chef Morissaco qui va cuisiner pour Macron à l'Élysée, c'est notre moment. Quand Picard sort des plats surgelés avec des plats africains, c'est notre moment. Et notre goût, il est meilleur notre goût. Il faut juste qu'on le market comme il mérite et il y a aucun problème en fait pour ça. Si les gens ont réussi à imposer le chouquel qui est dégueulasse, mais c'est un truc à la mode, nous... ça va être facile. C'est vraiment une question de marketing. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a leur code en fait. Donc c'est juste à nous de faire le travail correctement et voilà, et d'avoir même si là par exemple notre clientèle est majoritairement blanche parce que eux ils vont venir, ils sont attirés par tout ce qui est valeur, petits producteurs, etc., l'histoire, le storytelling, blablabla. Mais la communauté aussi, elle a son rôle à jouer en fait, aussi d'être relais et d'amplifier le bruit d'initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives, quoi. Mais je n'ai je ne me fais aucun souci, aucun souci. Là, on a un rendez-vous avec un chef qui est à New York, Pierre Thiam. Lui, il s'est fait l'ambassadeur du Fogno. Mais il n'y a qu'à voir le nombre de restaurants gastronomiques qui ouvrent aux États-Unis, qui sont spécialisés dans notre cuisine. Donc, nos cuisines S. Donc, il n'y a aucun problème. Si on arrive à te faire boire du coca, je peux te faire manger de la papaye. Parce que si je te dis ce qu'il y a dans le coca, normalement, techniquement, tu ne devrais pas en boire. Mais non, c'est le bon timing. Voilà. Alors, moi, j'ai 3 questions. Alors, c'est beaucoup, Dave. Doucement. J'ai essayé de me rappeler les questions. Je vais en poser une. Non, vas-y, on taquine, Jacob. On taquine, vas-y. Ma première question, en fait, c'est plus d'ordre logistique. C'est que vous aviez expliqué tout à l'heure que, par exemple, quand vous achetez un avocat qui vient d'Israël ou d'Amérique latine, l'avocat il est cueilli en étant pas mûr, qu'il est transporté par bateau, le temps que le bateau arrive, je sais pas, au Havre, où on veut, et qu'il arrive à Rungis et qu'il soit justement vendu entre les différents producteurs. Comment est-ce que vous vous assurez, du coup, comme vous dites, que vous parvenez à cueillir, on va dire, le fruit mûr? Comment vous parvenez à faire en sorte que ce fruit mûr se retrouve
dans des conditions de consommation optimales en France. D'accord. Sachant toutes les contraintes qu'il y a, parce que, si je dis une bêtise, hein, vous achetez des avocats au Nord Kivu, par exemple, le temps de pouvoir, et encore Nord Kivu, c'est pas le bon exemple, parce qu'il y en a, je crois que je sais pas si Il y a le Rwanda à avion côté. ou par bateau, c'est Dar es Salaam pas loin, mais si par exemple, vous achetez, allez, au Congo central, de l'ananas mûr, comment vous faites en sorte que cet ananas mûr, on puisse le retrouver ici, dans des conditions de consommation qui sont les mêmes que celles d'ici? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est je me demandais si vous comptiez étendre votre activité d'agro-business à des activités, on va dire, d'élevage, tout ce qui va être la partie bovin ou la partie clairement bovine. Et ma troisième question, ça rejoint un petit peu la question de Dadou, c'est qu'on a parlé de l'aspect marketing, mais moi je voudrais aller un peu plus loin dans votre réflexion, puisque vous voyez grand. Moi je me demande comment est-ce que, au vu de votre projet, alors je vais vous faire part d'une expérience, c'est la première fois ce matin que j'allais dans un magasin Naturalia. Ok. J'avais jamais mis les pieds dans les magasins bio, et ce matin je suis allé chez Naturalia. Mhm. Et je me dis par exemple, vous parliez justement d'upgrade et de marketer vos produits. Est-ce que par exemple, vous avez pensé plus loin dans votre chaîne de valeur en vous disant, on va créer, je sais pas, une marque, un label, où on pourrait retrouver vos visages, comme Malongo le fait par exemple, où vous retrouvez, et vous avez la photo du gérant de Malongo qui vous montre qu'il a été en Amérique latine, aller prendre lui-même la fève de café. Est-ce que vous êtes dans le même esprit market, entre guillemets, pour promouvoir ce que vous faites? Et plus loin, et plus encore, là je vais prendre un autre cas, c'est par exemple le cas des frères Tang, que vous devez connaître, qui eux pour le coup maîtrisent totalement la chaîne de valeur. De la partie je récolte, à la partie logistique, à la partie ici logistique en France et distribution. Est-ce que vous réfléchissez à cette partie? Est-ce que vous pensez que dans l'écosystème, on va dire diaspora congolaise, mais africaine de manière plus large, il y a des gens avec qui, je ne sais pas si on trahit le secret des dieux, vous vous dites qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et nous-mêmes, en tant que diaspora, et diaspora congolaise, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour, entre guillemets, vous upgrade et vous permettre de faire vivre ce que vous disiez tout à l'heure, cet écosystème, et de promouvoir aussi ce que vous faites? Ok. Tu peux répondre par la logistique, je fais le marketing. Vas-y, tu commences par le marketing. Non, fais la logistique. La logistique, c'est simple, c'est exact. Bah vas-y, si tu veux. Ok. Donc, la dernière question, si j'ai bien retenu, c'était une espèce de label, comme le mec de Malongo aussi, on voit la photo et tout, avec les producteurs, c'est ça? Ouais, ou même le démocratiser dans des enseignes justement qui parlent qui peuvent être une caisse de résonance et qui va justement toucher votre cœur de cible en termes de clientèle, entre guillemets. Oui, bien sûr. En fait, nous, dans notre fonctionnement, tout à la fois, on est allé étape par étape et ça a vraiment été parce que c'était, même si ce n'était pas pensé comme, mais c'est purement le process d'une start-up. Tu fais, tu testes, tu vois les retours, tu itères derrière, tu modifies, etc. Et tu vois, en voyageant à chaque fois, même si on venait pour du produit brut, toujours tu trouvais quelqu'un qui va te faire du transformé, etc. Sur place, on s'est dit il y a du potentiel et souvent aussi ça peut être un problème de marketing, de packaging, etc. Et c'est des produits qui méritent d'être ici en fait, tu vois. Et donc l'idée, in fine, c'est même pas in fine, c'est très vite effectivement d'évoluer vers un label où assez strict en fait, on garantit. Il y a un cahier des charges précis, comme les Malongo, etc. Et on garantit une certaine qualité, on garantit la provenance. Et, parce que ça reste, en fait, toujours, on veut être cohérente dans ce qu'on fait et cohérente dans notre chaîne de valeur, comment on l'amène, en fait. Donc, effectivement, ça fait partie des évolutions, cette partie-là. Et je ne sais pas, j'ai répondu à ta question ou pas? Donc, ouais, label, du coup, peut-être qu'un jour, marque, on verra un Fresh Africa avec vos produits très vite. que vous avez vus dans des enseignes. Oui, Okay. c'est très vite là. C'est même pas un jour lointain, hein. C'est incessamment sous peu. Quoi, Ouais, on est déjà en train de travailler sur les épices. Ouais, mais vraiment l'idée à chaque fois, c'est... Et en fait, comme vous l'avez certainement ressenti, c'est pas arrivé petit et c'est arrivé bien et taper fort, quoi. Donc on le fait, c'est qu'on a le packaging adéquat, donc on est en train de bosser dessus et voilà. Donc ouais. Et c'est ce qui nous permet aussi, c'est voilà, je trouve un producteur qui fait de l'haricot, de l'haricot et ou du fonio, qu'importe, et brut, nous on le ramène ici, on le transforme, on le package et on le vend, quoi. Tu vois.
Donc, voilà. Pour la logistique, en fait, c'est ça notre cœur de métier. On fait exactement la même chose que Parton. On va du sourcing jusqu'à la livraison. On a commencé par livrer nous-mêmes. Les clients passaient par notre site. Et là, aujourd'hui, on livre au chef étoilé à la fin. On fait toute la chaîne. Du sourcing, on va même plus loin, comme je le disais, parce que on a créé un outil. Quand on vous dit qu'on va avoir des ministères, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec eux pour qu'ils puissent nous onboarder des agriculteurs. Donc, sur certains outils, grâce à certains outils qu'on a créés. Et eux, en retour, on leur donne de la data sur les agriculteurs qu'ils nous ont donnés. Ils peuvent comme ça avoir des cartographies de filières, savoir combien de produits ils ont exportés, etc. Le but, c'est d'aller jusqu'au début, avant le producteur, et de pouvoir récupérer toutes les infos, les produits. En fait, la promesse qu'on donne à ce gouvernement, c'est de lui dire, avec nous, à la fin, ils ont un marché international. Donc, on ne fait pas que vous donner de la data, on ne fait pas que de récupérer de la data, mais ils peuvent aussi avoir des débouchés. Par exemple, c'est-à-dire avec votre technologie, vous achetez tant de quantité, il y a quelqu'un qui vient avec sa moto ou son camion, il le charge, il l'amène vers le port ou l'aéroport le plus proche et vous le livrez directement. Non, avant ça, il passe dans un hub, on contrôle la qualité, on garde ce qu'on peut garder à ramener, ceux qui sont abîmés, on va les transformer sur place, par exemple en jus, en autre. Ensuite, on va prendre les bons produits, on va arriver à la douane, on va se faire voler quelques cartons par les douaniers, et de là, on va les faire ramener jusqu'ici. Là, c'est notre équipe qui récupère, qui dispatche et qui ramène au client final. Avec des délais plus courts que si ça passait... On met 2 à 3 jours, entre le moment où c'est cueilli jusqu'à ce que ça arrive. Ça dépend des produits. Les produits secs ne sont pas envoyés par avion, mais les produits frais, ouais. Par contre, dans des vols réguliers. D'autres questions? Oui. Les gens, je vais arrêter. Comment est-ce que vous utilisez la blockchain? À quoi ça sert? Enfin, pas expliquer comment marche la blockchain parce que c'est un autre sujet, mais comment vous l'utilisez Sans rentrer dans les détails techniques, je vais plutôt dire pourquoi on a opté pour la blockchain en fait. Étant dans un secteur assez sensible qui est l'agroalimentaire, la blockchain va nous servir. On ne voulait pas être dans une posture complètement déclarative comme les gens le font. Ah oui, je travaille avec des petits producteurs, je suis allé là. C'est moi qui le dis en fait, mais il n'y a rien pour vérifier et je peux raconter tout et n'importe quoi. Et c'était de se dire, nous, dès le début, on va avoir un tiers de confiance qui est tech. Voilà, c'est de se dire, OK, pour ça, on va prendre la blockchain. L'intérêt de la blockchain, c'est que les informations ne sont pas centralisées et sont éclatées partout. Donc, dès le moment où on a un push d'infos, il est là, il est dans la blockchain, n'importe qui peut aller vérifier quoi, que voilà, le producteur, il a été payé correctement comme on l'avance. À ce moment-là, les produits ont été récupérés là et vraiment tous les produits acheminés vont transiter via la blockchain en fait. Donc voilà. Il y a surtout cette garantie que nous on ne peut pas venir modifier les infos. Mais concrètement, si par exemple, je dis je veux faire pareil, je fais comment pour quelqu'un? Tu veux faire pareil, c'est-à-dire? Je veux être vous. Ok. J'en sais rien. Il faut dire, donc il n'y a pas de problème. Non, pas du tout, mais voilà, j'essaye de comprendre comment concrètement ça marche. Oui. Pour ça ou pour autre chose. Tu vas payer un technicien. Non, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait partie de la blockchain. Comment vous Ah non, ok, d'accord. Ça marche comment? En fait, tu as des blockchains différentes. Tu as plusieurs blockchains, chacun avec son fonctionnement, son effet. La blockchain, c'est des histoires de communauté aussi, chacun avec ses forces. Ne rentre pas dans les trucs techniques. Non, je rentre pas dans les trucs techniques. Enfin, ne les embrouille pas. Non, avec... en gros, c'est ça. Et toi, tu vas envoyer des infos que tu vas récupérer d'une manière ou d'une autre, un QR code, ce que tu veux. Et ces infos-là vont venir être stockées sur la blockchain que tu as choisie. Et donc, c'est... D'accord, donc quand vous dites la blockchain, c'est-à-dire que vous avez une boîte ou quelque chose qui gère une blockchain et vous lui envoyez... Non, on a développé nos outils. On a un CTO, donc la personne qui gère les devs, et c'est lui qui a tout codé et qui gère cette partie. Et effectivement, c'est un système où on traque toutes les infos, dès le moment où tout est traqué. C'est pour ça que Katia disait dans sa présentation qu'on construit des briques technologiques. Et donc l'idée, c'est à chaque step, c'est récolter de la data et de la stocker en fait. Voilà.
Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Laquelle? Je ne vais pas vous lâcher. C'est vrai, C'est peut-être. le plus important. C'est vrai que tu avais 3, on a répondu à 2. C'est quoi? La troisième question, c'était justement chaîne de valeur. On a parlé, c'est le dernier point sur lequel on n'est pas revenu. Je vous avais pris l'exemple des frères Tang. Mhm. Moi, je vois la chaîne de valeur sous deux aspects. Ok. Sur l'aspect purement économique et technique, Mhm. comment est-ce que on veut pousser le truc encore plus loin? Comment est-ce qu'on fait pour que vous ayez entre guillemets l'intégralité de la chaîne de valeur, même logistique ici? Et le deuxième point, c'est que vous disiez quelque chose que je trouve aussi important, c'est que ce type de projet comme le vôtre, ils doivent aussi être portés par la communauté. Vous avez une partie de la communauté, une toute petite partie, une infime, mais en tout cas une petite partie de la communauté qui dispose un peu de moyens, parce qu'il y a aussi cette réalité. Et la réalité qu'on a tous aujourd'hui, c'est que demain, je vais acheter ma banane plantain, je fais comme tout le monde, j'ai un Lyca mobile, je vais au Lyca mobile et puis je prends mon petit panier, je mets ma banane plantain, il me donne ma banane plantain et c'est terminé. Ou pour ceux qui sont un peu plus, entre guillemets, engagés, ils vont se dire, je vais aller chez Bao ou je vais aller dans une boutique un peu spé, tenue par la communauté, et je vais aller dépenser mon cash là-bas. Comment est-ce qu'on peut, et c'est là où justement je vous demandais la question, comment est-ce que la diaspora, elle peut justement agir dans votre chaîne de valeur et dire, en fait, on va co-construire ensemble quelque chose qui vous dénature pas ce que vous faites et nous permet aussi d'en profiter. Et en fait, du coup, ça profitera à tout le monde. Quel rôle tu donnes à la diaspora? Quel rôle tu donnes à la diaspora? Je pense que ces rôles, tu les as assez bien résumés. Il y a ce côté, une communauté se construit effectivement par des centres d'intérêt communs, des valeurs communes, mais également financièrement. Donc c'est là qu'il y a on reconnaît les grosses communautés. Donc c'est un soutien à la fois effectivement économique. J'ai pas dit pour l'instant qu'on cherche d'investisseurs. C'est pas ce côté-là. Mais voilà, c'est un soutien économique. De soutenir les actions, soutenir les produits, etc. Et le relais, c'est hyper important en fait. Après, je sais pas, peut-être que moi c'est ma vision de marketeuse, mais ça on le néglige. Mais déjà, ne serait-ce que faire le relais. Et tu vois, toi, autour de toi, tu as ton cercle d'influence. Tu as des gens, quand tu leur recommandes des choses, que ce soit 10, 15 personnes, elles vont te suivre parce qu'elles savent que ce qui vient de toi, elles vont te faire confiance, en fait, tu vois. Et t'imagines, on a 100, 200, 300, 1000 personnes comme ça, ce que ça fait. Parce que que ce soit les Chinois ou les feuges dont on parle, qu'on admire, c'est surtout ça, en fait. Ils sont là en termes de relais. On va te dire, ouais, mais non, ne va pas là, va là, c'est un frère. Donne ton argent à ce frère-là. Ça, c'est hyper important. Et il faut qu'on arrive à être comme ça sur chacun de nos projets. Et je ne parle pas que de Fresh Africa, hein. Je parle de tous les projets de la communauté qui ont du poids, qui sont solides. Il faut qu'on les soutienne de cette manière-là. En fait, on n'a pas encore... C'est qu'on pour soit ça prescripteur. que la communauté, à un moment, on l'a un peu laissé de côté. On a remarqué que chez nous, on n'est pas des early adopters. On est plus des suiveurs. En gros, aujourd'hui, si tout le monde a un iPhone dans sa poche, c'est pas un noir qui a fait le premier la queue devant un Apple Store, etc. C'est parce que c'est devenu la mode et qu'il faut l'avoir. C'est devenu un moyen de prouver sa place dans la société que d'avoir un iPhone, etc. Et aujourd'hui, typiquement, moi, si je devais te demander un truc, c'est simple. Mesdames les RH, demandez à vos RH qu'on leur livre des paniers Fresh Africa tous les 15 jours, tous les mois. C'est déjà un premier but, tu vois. Ça serait des choses comme ça, c'est des trucs tout simples. C'est de se dire, on n'a pas ce truc, les Américains l'ont, par contre, Black Owned, ils respectent, ils y vont. Nous, ça passe dans la tête de personne. Quand ça va devenir, que ça sera la mode et qu'on verra peut-être sur M6 ou quoi que ce soit les pubs, là, par contre, ça va être fun de se dire « Ah oui, j'achète à celle-ci parce que ce sont mes sœurs ». Mais personne, ça vient dans l'esprit de personne, en fait, naturellement. Mais moi, en fait, je ne suis pas là pour implanter... Tout comme je ne veux pas me battre avec le Français qui veut acheter son gingembre made in France, même si je trouve que c'est une aberration. Je ne vais pas me battre avec ma communauté pour qu'ils achètent mes produits. Je fais mon travail et c'est à eux de venir et d'adopter la cause, en fait. Ouais, on a fait un peu le deuil, hein, ce que disait Katia. On a fait totalement le laissé deuil très tôt, de se dire qu'ils suivront, c'est tout. Mais ce n'est pas des prescripteurs forcément ou early adopteurs, comme elle dit, contrairement aux anglo-saxons c'est un réflexe chez eux, en fait. Ils agissent tous comme ça.
de se soutenir. Mais après, on verra. Mais c'est en ça que la communauté elle peut nous aider, être prescriptrice en fait, auprès de leur réseau, amplifier le bruit. Moi, je voudrais vous aider, par exemple. Je ne suis pas RH. Mhm. Voilà. Non, tu travailles dans une boîte. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, vos clients, c'est qui? Parce que j'ai vu Rungis, vous dites quelques chefs étoilés, etc. Mais sinon, qui le fait? Est-ce que je peux dire, moi, je vais aller manger dans tel restaurant parce qu'ils sont livrés chez vous, par vous? Comment je peux faire? Là, typiquement, on est en train de lancer notre branche B2B2C. Donc, le but, c'est d'attaquer les entreprises et de se dire, on va aller livrer des paniers. Au lieu d'aller les livrer directement aux gens, ça, on va leur amener au travail. Et, comme ça, ils vont en acheter 50 d'un coup, etc. Et les sources qu'on vise, par exemple, ça va être BNP, Canal+, parce qu'ils ont tous à chaque fois des succursales africaines. Et souvent, ils font venir des Africains sur le territoire. Et ces Africains, ils connaissent Nous, à un moment, on a perdu un peu le goût du produit. Mais eux, ils l'ont encore. Donc, quand ils mangent une mangue d'ici, ils voient totalement la différence, surtout qu'ils sont amenés à faire des allers-retours. Donc, c'est les premières personnes qu'on voulait attaquer. Typiquement, moi, si tu me dis que dans ta boîte, tu as un service RH, que tu me mets en contact, je lui donne les coordonnées à un de mes sales et on s'arrange pour pouvoir livrer chaque semaine des paniers, toutes les 2 semaines, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est des produits de saison, donc c'est on ne dénature pas la manière de faire des producteurs. Donc c'est ce que, tu vois, quand tu vas, je ne sais pas si tu es quinois ou tu es brazzavillois, mais quand tu vas sur place, tu demandes des clémentines, des fois on te dit il n'y en a pas. Donc c'est ce qu'il y a au moment où il y a dans un pays. Vous avez des photos, parce qu'avant, par les panneaux, par exemple, on a déjà des paniers ou des paniers, tout ça. Donc il faut quand même vous positionner par rapport à... On ne peut pas juste dire, mais là, vous voyez. Donc après, il faut vendre. De toute façon, il faut un peu. Donc déjà, je ne sais pas si... Non, pas de souci. Donc qu'est-ce que vous faites que nous, ne serait-ce qu'un seul produit, en disant, oui, quelqu'un qui fait ce truc-là, c'est super. Essaye. On en a plein. On a des kits marketing, on a une boîte en fait. C'est pas... Donc, quand on contacte les chefs, on va avec, on a des... Quelles sont vos cartes de visite? Vous avez déjà travaillé avec Quand même, madame. Ah, quand même, faut nous respecter. On a une boîte, on fait des boissons. Comme vous arrivez après, c'est tout bien expliqué. On est sur du haut niveau. Non, on a des gammes. Par exemple, on a une gamme qu'on appelle la gamme anti-gaspi qui plaît beaucoup, avec laquelle quand on ramène des produits, en fait, on a un très gros taux de perte. C'est ce que les gros industriels ou les gros importateurs veulent éviter. ça peut fonctionner en plus avec eux. Exactement. Et en fait, ce taux de perte qu'on a, c'est quoi? C'est un ananas qui est cabossé, mais c'est juste que tu ne vas pas le présenter à un chef, mais il est totalement utilisable. Donc on le transforme en jus, en punch. Et on a une gamme de boissons, par exemple. Donc si vous allez sur notre site, vous allez avoir toutes les infos. Et s'il y a besoin, on a des kits de communication, on a tout ce qu'il faut pour contacter nos clients. Et nos particuliers, du coup, on peut acheter sur votre site aussi. Oui, c'est ça. Mais comme on disait, c'est par saison et c'est un système de précommande qu'on fait. Donc on ouvre les précommandes à un moment donné, c'est dire que ok, là il va y avoir un panier, je sais pas, qui par exemple du Cameroun, il y a de la papaye, de l'ananas, etc. Donc on ouvre la précommande, sachant que nous en fait on se cale toujours sur ce que les producteurs peuvent produire. Donc ils nous disent en fait voilà, on va sortir tant d'ananas, tant de mangue, et nous on fait les paniers en fonction et voilà. Donc ouais. Donc pour ta question, là on est en train de me remettre à jour la page, donc il y a une préco qui va ouvrir dans les semaines là à venir. Ça c'est pour le B2C. Après ouais, c'est le B2C. Ouais. Le B2B c'est tout le temps. Et sur la partie bovin. J'avais oublié ça. Pourquoi est-ce qu'on doit tout faire? Ouais. Toi, tu peux pas t'occuper de la partie bien, fais-le et nous on s'associe. Viens nous chercher, dis-nous, je vais utiliser notre techno, on te la donne et tu la mets sur la partie bovine. Parce que, par exemple, il peut y avoir des gens de la diaspora qui ont des élevages, qui respectent, on va dire, je ne veux pas dire les critères RSE, mais qui sont... dans le respect de l'animal, et justement, qui peuvent potentiellement être intéressés d'une certaine manière par les services que vous proposez et rentrer dans votre chaîne de valeur, en fait. Et c'est pour ça que je pose forcément la question du bovin, c'est que, du coup, est-ce que votre activité, elle se cantonne uniquement, ou est-ce que vous, dans le cadre de votre développement, vous souhaitez également ouvrir votre horizon sur l'aspect bovin, et à ce moment-là, je sais pas, le petit producteur de vaches ou de brebis, etc., il peut rentrer dans une logistique avec vous, ou est-ce que vous voulez vraiment vous cantonner à l'aspect alimentaire, mais partie fruits et légumes? On a commencé par les fruits.
les légumes, C'est les vous qui avez dit qu'il épices. fallait rêver grand, hein, donc c'est pour ça Les que- épices, les tisanes. On vend du boulou-koutou aujourd'hui à des chefs étoilés, à des gens, tout le monde à Station F adore ça. On vend du moukoubi aux chefs étoilés. Le bovin, frère, fais-le, on t'accompagne avec plaisir. Oui, Tu viens, tu nous prends nos technos, on l'adapte pour ce que toi tu veux faire et tu le fais. Par contre, les règles d'importation en termes de viande, tout ça, C'est draconien. c'est chaud. En fait, la France, c'est très simple, ou même l'Europe. Ce qu'ils font, c'est que quand ils produisent quelque chose, ils ne le laissent pas rentrer. Ou ils font tout pour que ça ne rentre pas. Par contre, si tu veux le faire à l'intérieur Inter-Afrique ou dans le Congo, ouais, c'est easy. C'est des opportunités qu'on néglige aussi Inter-Afrique, hein. Il y a énormément de potentiel. On est allé au Sénégal, les gens ils disaient mais nous on veut goûter les produits d'Afrique centrale en fait. On a ce besoin-là, d'autant que nous, en Afrique centrale, on est beaucoup plus riche, quoi. Donc c'est des gros marchés aussi à ne pas négliger, quoi. Mais nous, l'Inter-Afrique, dans la roadmap, c'était dans 2-3 ans. Mais là, on accélère, en fait, tu vois. On va se retrouver à vendre en Afrique, quoi. Du singe, je lui ai ramené du singe. Bon, voilà. Comme s'il n'y avait pas assez de problème. C'est sur le continent que tu veux vendre ou c'est ici? Parce Non, qu'ici, en faire fait, parce rentrer. que votre logique, en fait, elle est d'aller accompagner les producteurs Ouais. de fruits et de légumes et de les amener justement, de leur amener toute une chaîne de valeur qui leur permettent justement de vendre, entre guillemets, leurs produits ici. Est-ce que vous comptez faire la même chose justement avec les producteurs, les éleveurs de bovins, en fait? À moins que tu aies une ça. viande particulière qu'il n'y a pas en France, ouais, eux, ils aiment bien exporter, ramener de la viande d'Argentine, mais c'est impossible qu'en Europe, tu fasses rentrer des viandes qui viennent de... Tu peux le faire en Afrique. Mais en plus, En fait, l'aspect, on va dire, réglementaire est trop complexe aujourd'hui pour... pour l'instant, là, moi, je vois pas comment le business, tu vas le faire scaler. Qu'est-ce que tu vas... Scaler, ça veut dire, tu vois, comment est-ce que tu vas le... Peut-être que toi, tu as une vision. Si tu as une vision, justement, il faut la suivre. Non, mais parce que justement, comme tout à l'heure, vous disiez, en fait, après, c'est du marketing, comment tu vends ton produit. Les Japonais, Ouais. ils ont bien apporté Le bœuf Kobe. Les Américains, leur Black Angus. Mais on n'a pas ça. On a quel genre de particularité si on a quelque chose de nouveau? C'est pour ça que je dis peut-être, l'antilope. Mais c'est interdit, c'est du braconnage. Tu veux me mettre en prison? Comme ça, je te dis, trouve-moi une viande qui est d'élevage et qui est exceptionnelle. Peut-être qu'il y a sa particularité. Je ne sais pas, encore une fois, c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que ça se passe cantonné effectivement aux spécialités, entre guillemets, fruits et légumes qu'on trouve en Afrique? Ou est-ce que vous avez peut-être en tête, mais j'ai compris que ce n'était pas le cas, en tout cas c'était complexe, en tête pour un éleveur bovin qui veut, je sais pas, exporter sa viande parce qu'elle a un goût particulier, parce qu'elle a ici. Mais comme il disait tout à l'heure, en fait, il faut que nous, les étoiles, elles sont alignées. C'est pas nous qui les avons alignées, en fait. Quand on dit que c'est une question de marketing, c'est facile de ramener quelque chose dans un pays parce que ils ont des besoins de super aliments. Peu importe la forme que ça prend, si tu leur vends le super aliment, ils ont besoin de savoir que le producteur est bien traité. Si tu leur vends, peu importe, ça le prend. Mais là, en soi, la viande, je sais pas qu'est-ce qui manque à la viande d'ici pour... Tu vois, le bœuf de Kobe, il est massé, on raconte toute une histoire autour de lui. On n'a pas ce type de viande, et celles qu'on pourrait avoir, elles sont interdites. Mais Inter-Afrique, ouais, ça peut le faire. Et c'est pas les mêmes camions, la logistique n'est pas la même pour transporter de la viande. Tu vois, ici, par exemple, ils vendent de la viande à Singapour, parce qu'ils sont en galère là-bas pour avoir de la viande. Mais les bateaux sont réfrigérés d'une telle manière et tout ça, et ça va dans un pays où il y a un besoin, en fait. Et ici, j'ai pas l'impression qu'il y a ce besoin-là, en fait. Après, peut-être que je me trompe. Et je pense que c'est comme dans tous les pays, quand tu arrives au Sénégal et que tu entends qu'il y a 80% des produits qu'ils consomment, c'est de l'importation, c'est aberrant. C'est pas comme la France, quand je te dis 60%, c'est parce qu'ils n'ont pas le climat. Ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils mangent des brocolis toute l'année et ils tombent malades. Mais nous, on a les terres, on a ce qu'il faut. Et c'est pour ça aussi qu'on attaque directement le politique, quelque part, à la gorge, en venant le voir, en lui disant, parce qu'on les entend toujours se plaindre de la même chose. On n'a pas ci, on n'a pas ça, etc. On n'a pas d'outillage pour contrôler, on n'a pas de data, on n'a pas ceci, cela. On ne sait pas répertorier. En fait, c'est ce qu'on vient, on vient rapporter la solution à ce niveau-là. Maintenant, c'est à eux aussi, quelque part, de se dire, comme le Sénégal a fait, par exemple, typiquement avec l'oignon, dans 2 mois, ils sont autosuffisants. C'est un des pays qui consomme le plus d'oignons, mais tout l'oignon étant importé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont
Ils se sont donné les moyens. Ils sont allés jusque dans les villages. Dans certains endroits, ils ont acheté des frigos pour pouvoir conditionner de l'oignon. Ils leur ont donné de la semence. Ils ont donné tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, à la fin de l'année, là, ils seront autosuffisants. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment les frontières d'importation. D'importation. Et donc, plus personne, à part des Sénégalais, ne peut vendre des oignons au Sénégal. C'est de la régulation, tout simplement. En fait, il faut que ça soit dans la tête du législateur, du gouvernement. C'est des questions de décision. Si en France, aujourd'hui, on mange qu'on mange, c'est parce qu'ils ont décidé à un moment que les producteurs en France, ils allaient produire du lait, ils allaient produire ceci, etc. Donc, c'est eux qui décident, en fait. C'est juste de se dire, à un moment, il faut qu'ils se réveillent. Oui. Si on peut le faire dans d'autres pays. Ouais, je crois qu'il y a 40%. On n'utilise que 40% de nos terres, ou un peu moins, en termes de chiffres. Et il reste tout le reste quand tu vas à Kinshasa. Pourquoi il y a encore des terrains à vendre à l'Ansélé à côté? Parce que ce n'est pas utilisé, en fait. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. C'est pour ça qu'on a commencé par le Cameroun et le Congo aussi, parce que c'est vrai que c'était plus difficile, mais c'est les seuls pays où tu peux trouver des agriculteurs à 2 heures, mais qui sont, même si les routes ne sont pas bonnes, au début, quand on a commencé, on n'allait pas à 7 heures. Hein. On allait juste à côté de l'aéroport, on en avait à 30 minutes de l'aéroport et tu avais des petits producteurs, tu vois. C'est vous, là, le cercle. Vous parlez avec le pouvoir politique, il faut leur souffler les idées. C'est simple. Ils ont de l'argent. Des fois, ils cherchent quoi en faire, en fait. Des fois, même s'ils vont voler, il y a une partie, et à un moment, ils doivent montrer qu'ils ont fait quelque chose. Et typiquement, nous, les gouvernements avec lesquels on travaille, c'est ça. C'est qu'ils ont un budget, ils ont des bailleurs de fonds qui les ont payés. Et là, en fait, ils sont lâchés par les bailleurs de fonds parce qu'on va vous donner de l'argent pour acheter de la semence. Et au final, on ne sait jamais on ne sait pas si vous l'avez donné. Ça apparaît nulle part. Et nous, nos technologies, elles permettent juste de prouver qu'un producteur a bien reçu sa semence et que ça a été distribué. Et du coup, ils le donnent à la Banque mondiale, aux bailleurs de fonds. Et ils ont prouvé qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec l'argent. Parler aux politiques. Hein, monsieur Enzo? Absolument. Ouais. Nous parlerons politique. Ouais, vraiment la dernière. Parce que... farine, mais quelque chose de nous rajouté, c'est colle. Et pourquoi ils ne la fabriquent pas tout seul, leur maïs? Parce que, en fait, je préfère vendre l'autre, tout ça, achète tout ça. La pomme et tout ça. On part pour le truc du banga. Il n'a pas trop la cote en ce moment. Ouais. Mais en fait, ça, c'est si on s'attaque, ça dépend. Le marketing, comme elle te dit, on parle les codes des personnes avec qui on discute. Ça, si on s'attaque à un public congolais, je te jure que c'était notre stratégie au début. Hein. C'est juste que quand tu arrives, tu te heurtes à la réalité. Toi, tu as un business, il faut que tu fasses de l'argent. Et je ne peux pas prendre autant de temps à éduquer mes frères, alors que pour moi, ça semble super logique. Si quelqu'un d'autre l'achète, je sais qu'ils vont suivre. C'est pas comme si, en fait, je les ai pas abandonnés. Je sais qu'ils vont suivre. Je déteste cette émission Qui veut être mon associé, mais si je passe à Qui veut être mon associé demain, tous les Congolais sont derrière. C'est ça le problème, c'est de devoir être starifié d'abord avant qu'on croie en toi. Il n'y aurait même pas besoin de Libanga, tu vois. Merci. Merci à vous. Merci de votre écoute. En tout cas, vous êtes pleine d'énergie. Merci. C'est le riz de tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est même plus, c'est-à-dire une espèce de force. Me dis pas que j'étais habitée encore me dire que je suis habitée. Non, il y a une force, et en même temps, Ouais. Je sais pas si c'est de la rage. ouais. Noëlla a dit que c'était pas de la rage. En tout cas, elle est très, très contagieuse. Donc elle va partir du groupe. Effectivement, c'est la meilleure. Ah ouais. Là, tu l'as piqué. Hein. Mais en fait, c'est le but. Hein. Moi, j'attends. Là, déjà, on est en train d'aller chercher. On est convaincu que dans le recrutement, c'est super important. Demain, j'ai les meilleurs qu'il y a. On est en train d'aller chercher des gens. On débauche les gens chez Google. On les cherche partout. Demain, s'ils sont dans la boîte, je serais super ravie de me dire, j'ai pas besoin d'aller au Sénégal parce qu'il y a un de mes frères qui comprend mes codes, qui comprend les codes de là-bas, qui fait notre rôle. Et ce mec, il était ici, il travaillait dans telle boîte, etc. Mais je serais les yeux fermés. C'est ça que je cherche. Mais vous voulez trop le confort. Arrête de me reprocher le confort.
Vous voulez trop de confort. On mérite le confort. Ça fait du bien aussi. S'asseoir, Netflix, tout ça, c'est cool. Hein, c'est pas que du mauvais là-dedans. Mais on a Netflix chez nous aussi. On va même te payer l'abonnement chaque mois. En tout cas, merci.